Je ne vois pas le président de la République ou le gouvernement de la République organiser un référendum sans le parti du Nord et du Sud Kivu occupé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Nangadi ne tient pas à la digitaliser, tantôt automatique. Après la validation sous réserve de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, dans tout le salon, c'est le changement de la Constitution et les dialogues qui séparent dans les discussions des politiques et politiciens. Au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons essayer de faire un focus avec des journalistes de haute facture pour analyser, essayer d'orienter un peu la population sur la situation qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Est-ce qu'à ce stade, malgré la validation sous réserve de la Cour constitutionnelle sur la loi référendaire, est-ce que le chef de l'État peut déjà promulguer? C'est la question que nous nous posons et vous vous posez. Tentative de réponse au cours de ce numéro. Bienvenue. Merci à ma droite, à ma gauche, votre droite, j'ai l'excellentissime Patrick Lokala. Bienvenue. Ah, merci, excellentissime, je ne sais pas, mais Patrick Lokala, ça me va mieux. Merci encore une fois. En commentaire, les gens ont dit qu'il faut encore faire venir. Nous nous retrouvons, oui, mais je vous témoigne de toute ma disponibilité. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je répondrai toujours pour décrypter l'actualité, donner le meilleur de nous-mêmes et éclairer les lanternes de notre population. Merci beaucoup. En face de vous, il y a Ambroise Mamba, un percutant. Ambroise Mamba, bienvenue. Là-bas, c'est excellentissime, percutant. Merci beaucoup, Aimé Mutombo. Je suis content de venir ici partager les plateaux avec Patrick Lokala. Merci. Qui est effectivement excellentissime. Bon, il a refusé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, en tout cas, il faut encore faire revenir Patrick Lokala. Non, il faut encore faire revenir Ambroise Mamba. Il fait de très bonnes analyses. Oui. Je le suis. Parfois, on partage les plateaux avec lui à Télé 50. Mais quand je ne suis pas là, mais qu'il est seul avec les autres, quand il parle, vous sentez qu'il y a de l'intelligence. Malgré vos divergences que vous avez. Bon, je ne crois pas qu'on a des divergences. Peut-être dans certains aspects du débat, mais de manière générale, on a un même narratif. Merci beaucoup. Nous allons entrer directement dans le débat. Vous savez que la C64 crie déjà à l'inconstitutionnalité de la loi validée sous réserve par la Cour constitutionnelle. Est-ce que la C64 a raison? Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui dit mieux, Patrick Lokala? Vous prenez la main? Oui, pas de problème. Je prends la main. Je salue l'aîné Ambroise Mamba. On n'a aucune divergence. C'est un aîné, on l'a trouvé dans la profession. Et puis voilà, c'est l'un des grands journalistes de ce pays. Je suis heureux qu'il nous rejoigne dans le monde des analystes politiques. Lui, il était resté très classique. Oui, j'étais loin des analyses. À un certain moment, il a décidé de nous rejoindre. Alors, revenons-en sur la loi sur le référendum qui fait l'objet de beaucoup de polémiques, et même Mutombo. Il faut rappeler ici que la loi a suivi son cours normal. De la proposition au dépôt au secrétariat général de l'Assemblée nationale, la loi a été présentée à la plénière, envoyée à la commission. La commission de l'Assemblée nationale avait présenté son rapport en plénière et la plénière avait adopté la loi. Après cette étape de l'Assemblée nationale, la loi a été envoyée en seconde lecture au niveau du Sénat, au niveau du Sénat, qui a fait le même travail. Après cette étape, les deux chambres du Parlement ont transmis la loi au président de la République pour promulgation. Alors, le président de la République, dans sa sagesse, il avait estimé qu'il fallait quand même faire un contrôle de constitutionnalité a priori. C'est-à-dire que il y a pour certaines matières, il y a des matières pour lesquelles le contrôle de constitutionnalité est obligatoire. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais par prudence, on n'aimerait pas qu'après la promulgation de la loi par le président et sa publication au journal officiel, que quelqu'un vienne la contester devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Voilà pourquoi, par mesure de prévoyance,
le président, dans sa sagesse, a souhaité envoyer la loi auprès de la Cour pour effectuer un contrôle de constitutionnalité par voie d'action, ce qu'on appelle le contrôle a priori. Alors, après examen de cette loi par la Cour l'a déclarée conforme à la Constitution, Avec nonobstant réserve, ouais. certaines réserves sur Observations. certains articles Oui, quelques articles. et des oui. observations. Il y a des articles que la Cour a quasiment demandé de supprimer. Il y en a d'autres que la Cour a dit mais que la matière n'était pas assez claire. Mais quant à ce qui concerne le changement de la Constitution, la Cour a dit que voilà, C'est valable. c'est Validé. La c'est Cour a- validé, c'est validé. La loi peut permettre au peuple congolais de s'exprimer sur l'avènement d'une nouvelle constitution. Et donc, il n'y a plus de débat à cette étape. Sur le plan juridique, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de polémique. La loi sera envoyée au Elle peut être président, déjà publiée. sera envoyée au président de la Ouais. République pour promulgation. Si le président estime, pour des raisons qui lui seront propres, de renvoyer la loi au niveau des deux chambres du Pour Parlement une seconde lecture. il est libre. Il est libre. Il n'y a aucune violation jusqu'à ce point-là. Il peut renvoyer la loi. Malheureusement, les deux chambres, promulguer cette loi, malgré les deux ouais, ils chambres, sont en vacances, oui. sont après la section extraordinaire. Oui. Ils ont clôturé la session extraordinaire. Ils sont en vacances parlementaires. Et donc, le président peut renvoyer cette loi pour que les élus nationaux et les sénateurs puissent l'adapter. Mais s'il estime qu'il n'y a pas d'importance, il peut Promulguer il directement. peut la promulguer. Il y va la promulguer et la loi sera publiée au journal officiel et elle deviendra opposable à tous. Patrick Lokala. Alors, vous êtes, s'il ça, vous plaît, ouais, c'est sur vous le avez plan de la parole. procédure. Ouais, j'ai dit ceci. Ouais. Vous êtes à la place de Félix Tshisekedi en Mhm. ce moment. Vous faites quoi? Vous renvoyez pour une seconde lecture par les deux chambres qui sont en vacances ou bien vous promulguez directement? C'est difficile d'être à sa place parce que je n'ai pas connaissance je n'ai pas les drafts de la loi. La loi qui a été déclarée conforme La loi Ngonda à la Koy. Constitution, la dernière version là que la Ouais. Cour a déclarée conforme à la Constitution, je n'ai pas son exemplaire. Ok. Et donc Vous c'est l'avez pas difficile, lu. c'est vraiment difficile de m'exprimer, de prendre de la position du Position président de la par rapport. République. Mais le président, au sein du cabinet du président de la République, il a un conseiller principal en charge de questions juridiques. Celui-là, avec ses collègues, pourront donner une note technique au président de la République sur comment il peut s'y prendre. Soit renvoyer la loi au niveau des deux chambres du Parlement pour que tenir compte des recommandations et des amendements de la De la Cour, Cour constitutionnelle. ou ouais. soit la promulguer si cela ne va pas préjudicier l'efficacité de cette loi par rapport à l'organisation du référendum. Et donc, il appartiendra au président de décider avec son cabinet. Mais par rapport, s'agissant de l'opposition, oui, mais l'opposition est dans Qui son rôle. crie à Elle est dans son rôle, de contester et la loi, et la Cour, et le président de la République. Voyez-vous? Donc l'opposition conteste la loi, elle conteste la Cour constitutionnelle, elle conteste aussi le président de la République. Mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Parce que la loi est déjà passée. Et une fois qu'elle sera promulguée, Parce que l'opposition pourrait rester dans sa contestation, mais la loi sera en vigueur et opposable à tous. Mais quand cela ne tienne, Memou Tombo, je vois que le président a finalement écouté ses fils de l'opposition et il a accédé à leurs requêtes sur la tenue d'un dialogue. L'opposition aura, à mon avis, l'occasion de s'exprimer lors de ce dialogue, faire voir au président, à sa famille politique, qu'il y a une opportunité. Faudrait-il encore avoir des arguments pour convaincre la majorité Union Sacrée sur l'inopportunité de la loi. Mais une fois qu'elle sera promulguée, le combat, la bataille est perdue. Et on n'attendra que l'application. Alors, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale. Et je l'ai toujours dit ailleurs, c'est ici aussi l'occasion de les rappeler. Je ne vois pas le président de la République ou le gouvernement de la République organiser un référendum sans le parti du Nord et du Sud Kivu occupé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En tout cas, je ne vois pas ça.
Je ne vois pas c'est infaisable. Non, selon vous. je ne vois pas ça arriver. Je ne vois pas ça arriver. Je suis convaincu que le président voudrait bien que si un jour nous irons au référendum, mais que ce référendum soit la RDC organisé avec la réunifié RDC dans ses ouais, frontières ensemble, ouais. de 1960. Oui. Mais est-ce que nous sommes proches de ces référendums? Non, j'ai dit, on n'est pas vraiment prêts parce que cette partie est occupée. Autant on ne peut pas organiser le référendum Autant sans les élections. les partis du Nord Ouais. et du Sud Kivu, autant on ne pourrait pas aussi exiger au gouvernement de la République de tenir les délais constitutionnels quant à l'organisation des élections présidentielles sans les partis du Nord et du Sud Kivu occupés. Et donc, le président Félix, qu'il y ait référendum ou qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas référendum ou qu'il n'y ait pas élection, le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et ce n'est pas de sa volonté. C'est le fait d'une guerre qui a été Donc ça profite créée. au pouvoir. Vous voulez dire Non, ça? non, ça ne profite pas. C'est une situation de fait. Il n'en profite pas. Je ne le vois pas heureux de constater qu'il n'y a pas eu élection et se maintenir au-delà du délai. Mais c'est une situation qui arrive et qu'il n'est pas le premier à traverser cette situation. En 2016, Joseph Kabila est arrivé au terme de son second mandat. Pour des raisons qui étaient évoquées, les élections n'ont jamais été organisées. Le PPRD de l'époque avait saisi la Cour constitutionnelle à travers une requête en interprétation de la Constitution sur un article, sur l'article, je crois, 70, par rapport au délai, à la durée du mandat du président de la République. La Cour avait dit que le président pouvait rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et donc, le président de la République se servira de cette réalité, de cette jurisprudence pour assurer la continuité des affaires de l'État jusqu'à ce qu'il sera à mesure de récupérer les parties du territoire occupées. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Ambroise Mamba, est-ce que vous êtes d'avis, vous partagez la même opinion que Patrick Lokala? La C64 crie déjà à l'inconstitutionnalité par rapport à ce que la Cour constitutionnelle a fait. Elle nie même, elle demande plus loin, elle va plus loin pour demander que le peuple retire la confiance à la Cour constitutionnelle et même au chef de l'État. Alors, moi je comprends ça, c'est des bonnes guerres en politique. La C64 a été créée avec un seul objectif, faire échec au projet de changement de la Constitution. C'est pour cela que la C64 a pris cette position. Patrick a bien rappelé ici la procédure. La procédure depuis la proposition de la loi jusqu'à sa validation par la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas revenir sur cette procédure parlementaire. Il est vrai que la proposition de loi a été votée au niveau de 2 chambres du Parlement. Et maintenant que la loi est validée, on ne peut que s'incliner devant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, je trouve que l'opposition est allée quand même vite en besogne. Comment? Pourquoi? Parce que l'opposition s'attendait peut-être que la Cour retire la loi. Ce n'était pas faisable. Ce n'était pas faisable que la Cour ne puisse pas examiner ou bien qu'elle ne puisse pas poursuivre son contrôle de conformité de la loi. Patrick a rappelé ici que pour certaines matières, c'est obligatoire, ce contrôle de conformité. C'est obligatoire parce que le président de la République ne peut pas promulguer une loi sans pour autant que la Cour sans que sa conformité à la Constitution ne soit validée par la Cour constitutionnelle. Oui. C'est comme ça que cette loi est allée vers la Haute Cour. Maintenant, est-ce que l'opposition s'attendait que le président donne ou bien fasse injonction à la Cour constitutionnelle pour qu'on ne puisse pas procéder à ce contrôle de conformité? J'imagine que c'est comme ça que la C64 réfléchissait. Mais là, ils vont dire encore, que les chefs de l'État, parce que déjà, vous savez que déjà la C64 dit que la Cour agit sur les ordres de Tshisekedi. Effectivement. Alors maintenant, en ce moment-là, si le Tshisekedi président avait faisait demandé... ils auraient dû parce que c'est à leur confirmer avantage, qu'effectivement, la Cour est sous la coupe de Tshisekedi. Alors le président ne pouvait pas demander à la Cour de ne pas effectuer son contrôle de conformité. Alors, maintenant que c'est fait, il y a des réserves, bien entendu. Vous avez posé la question à Patrick, si il prenait la place du président de la République, qu'est-ce qu'il ferait? Devrait-il promulguer la loi ou devrait-il la renvoyer au niveau
de 2 chambres du Parlement, il a bien répondu, parce que les articles sur lesquels la Cour s'est réservée, on n'a pas encore les contenus de tous ces articles, étant donné qu'on n'a pas ce draft qui a été validé, mais il faut vérifier par rapport au contenu de ces articles. Que disent ces articles? Il y en a qu'il faut supprimer, il y en a qu'il faut peut-être améliorer, mais la loi dans sa globalité est validée. Et cette loi dans sa globalité est validée, le référendum devrait désormais se tenir au pays conformément à cette loi. Mais il y a une différence entre la loi sur le référendum et le référendum lui-même. C'est laquelle la différence? Oui, parce que la loi sur le référendum ne veut pas dire qu'on organise les référendums tout de suite et demain. Parce que la C64 se pose aussi. Justement. C'est comme si, la loi est validée, finalement on va tenir le référendum 48 demain. heures après, on tient le référendum. Non, parce qu'il y a des préalables. Oui. Un référendum est une consultation populaire. C'est une élection. Pratiquement comme une élection. Voilà. Comme on a dit qu'on ne peut pas organiser les élections sans Goma et Bukavu, on ne peut pas non plus organiser les référendums sans Goma et Bukavu. Pour organiser les référendums aujourd'hui, même pour l'élection elle-même, il faudrait savoir qu'il y a des nouveaux majeurs qu'il faut enrôler. Il y a des morts. Il y a eu des morts, il faut enrôler, il faut faire un travail préalable au niveau de la Commission électorale nationale indépendante pour arriver à organiser ce référendum, même s'il n'est là que pour voter le oui ou le non, mais c'est tout un travail. Donc, la loi est validée, même si on n'organise pas le référendum maintenant, même si on ne l'organisait pas d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais au moins, on a une loi qui permet au pays d'organiser son référendum quand il le voudra. C'est ça le plus important. Donc l'opposition n'a pas à s'en faire. Étant donné qu'il y a un dialogue qui a été annoncé, on suppose que bientôt le président pourrait convoquer ce dialogue à travers une ordonnance présidentielle. Et là, l'opposition aura cette possibilité de poser ce problème autour de la table. Oui, nous sommes venus dans ce dialogue, nous sommes venus parler, nous sommes venus régler la crise, mais regardez, vous avez laissé la Cour constitutionnelle valider une loi sur le référendum. Nous ne sommes pas opposés au référendum, parce que le référendum devrait exister au pays. Même les 3 matières, lui, il fait le droit, même les 3 matières qui sont reconnues par la Constitution, notamment lorsqu'on veut déplacer la capitale, tout ça, mais il faut organiser un référendum. Mais ces référendums devraient s'organiser conformément à une loi. Le pays n'a jamais cette loi organique par rapport à l'organisation du référendum. L'opposition devrait quand même saluer le vote de cette loi au niveau du Parlement congolais pour que ça puisse renforcer l'arsenal juridique du pays. Mais quand vous voyez déjà Ngondanko, il est tiré à boulet rouge partout. Non, voilà, il est sous-traité par Tshisekedi. C'est que les gens de la C64 disent c'était bien boutiqué. Oui, mais le problème de l'opposition, c'est parce que l'opposition est trop fixiste sur la personne de Tshisekedi. Trop fixiste sur la personne de Tshisekedi. Moi, j'ai toujours dit que la Constitution ne traite pas de l'élitisme, c'est-à-dire que de qui doit être au pouvoir et qui ne doit pas être au pouvoir. La Constitution traite de la gouvernance et non pas de l'élitisme. L'élitisme est traité par la loi électorale. Qui doit être élu, qui ne doit pas être élu. Ça, c'est la loi électorale. La Constitution traite de la gouvernance, de l'exercice du pouvoir. C'est que nous, les politologues, nous définissons comme une relation entre un acteur dominant qui décide et un acteur dominé qui obéit. Et c'est ça, la Constitution. Donc, si on veut améliorer notre gouvernance, mais ça devrait passer par la Constitution. Plusieurs fois, Délice Sanga, qui était au niveau du G13 à l'époque, il a battu campagne pour la révision constitutionnelle parce qu'il voulait que notre gouvernance soit améliorée. Maintenant, leur problème, c'est qu'ils sont trop fixistes sur le pouvoir de Tshisekedi, sur la personne de Tshisekedi. Ils disent que non, il va briguer un nouveau mandat. Bon, même alors. Supposons qu'il n'y a pas une nouvelle constitution, il n'y a pas où il y a élection en 2028. Qui de ces 64 sera candidat? Vous avez vu déjà comment ils ont commencé déjà à se déchirer. Tout le monde. Après l'invitation du Burundi. Comment ils ont commencé à se déchirer? Ça signifie qu'ils peuvent encore se déchirer demain. Ils se sont ligués juste pour faire échec à un projet, mais ils doivent quand même accepter qu'aujourd'hui, on convoque ce dialogue, pas qu'ils ont accepté, on convoque ce dialogue, ils vont autour de la table, ils vont enfin poser ces problèmes autour de la table. Je comprends qu'ils se sont un peu démobilisés. Oui. Ils se sont un peu démobilisés. Pourquoi? Parce que leur marche du 8 a été reportée, la marche du 22 reportée. Et là, vous sentez que dans leur communiqué, justement,
Là, et vous puis, sentez... il y a maintenant ce que je sens un peu, Ambroise, un peu de la méfiance au niveau de la population, parce que la population se pose des questions pour savoir, vous êtes parti à Bujumbura, est-ce que vous nous avez demandé la permission, vous nous avez informé? Non. Vous êtes revenu, les 22 encore, vous avez reporté. Donc, je pense qu'un événement qui est reporté déjà à 2 fois, mais vous savez tout ça. Perd même la substance et la force. Vous savez tout ça. Oui. Parce que j'ai toujours expliqué qu'il y a une alliance implicite entre la C64 et l'AFC M23. Une alliance implicite. Ah bon? Oui. Personne ne le déclare. Quand vous suivez ce qui s'est fait au niveau de Bukavu, oui. Lorsque la loi a été validée, vous avez vu l'AFC M23 contraindre la population à marcher contre cette loi. Mais pourtant, les occupants des Goma et Bukavu sont les premiers à piétiner la Constitution même. Parce qu'ils ne reconnaissent pas les pouvoirs de Tshisekedi qui a été élu sur base de cette Constitution qu'ils pensent protéger. Exactement. Ils ont demandé à la population de marcher. Vous prenez, sauvons la RDC. Sauvons la RDC a tiré à boulet rouge sur la C64 lorsque les leaders de la C64 sont rendus à Bujumbura. Lorsqu'ils ont reporté la marche, bien entendu. Oui. Il y a eu maintenant cette bataille entre eux. Ils sont en train de s'entreaccuser, de se tirer dessus. On suit certains opposants, pour ne pas les citer ici, qui demandent même qu'on puisse dissoudre la C64. Pour chuter, donc je voudrais dire... Même au sein de la C64, il y a des leaders qui demandent qu'on puisse dissoudre la C64. Oui, mais pour ne pas justement, les citer, Alain Bologna, c'est pour dire qu'ils sont actuellement démobilisés. C'est pourquoi vous voyez que dans leur communiqué, pour réagir à la validation de la loi par la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas fixé une date. Il n'y a rien de nouveau. Ils n'ont pas fixé... Ils donnent une ultimatum au chef de l'État pour le 15... Oui, mais ça, les chefs de l'État, on ne lui donne pas des ultimatums. Vous savez, il n'y a pas un bras de fer qu'on engage avec un président de la République. Non. Est-ce que le chef de l'État va accepter de se faire humilier par une opposition à travers un ultimatum? Vous pensez vraiment? Non. Vous allez à ce moment-là engager un bras de fer. Il ne va pas faire ce que vous voulez. Et puis il va vous dire, bon, on va voir ce qui va arriver. Donc il n'y a pas d'ultimatum à donner au chef de l'État. D'ailleurs, dans leur communiqué, ils ont donné la période jusqu'au 15 août sans fixer une date précise pour une nouvelle manifestation. Et d'ailleurs, s'il y a une nouvelle manifestation, vous verrez que la mobilisation ne va même pas réussir, étant donné qu'ils sont maintenant divisés. C'est pourquoi ils s'attendent à la tenue du dialogue, et je pense que c'est là qu'ils pourraient évoquer la question. Peut-être que lors du dialogue, ils pourraient arriver à dégager un consensus national pour les changements de la Constitution elle-même, lorsqu'on leur expliquera peut-être le bien fondé d'avoir une nouvelle Constitution pour améliorer la gouvernance de la République. Merci beaucoup Ambroise, mais dialogue, oui, ça va se tenir bientôt. Le chef de l'État a donné déjà la confirmation, on l'a suivi. Maintenant, il y a un problème qui se pose, Patrick Lokala. Il y a les exigences de Fayulu, de Sessanga, de Kaboun, de consorts, pour ne pas les citer, qui demandent mordicus que les rebelles viennent participer à ces dialogues. Vous ne voyez pas qu'on est en train de mettre déjà les sables pour que la machine ne tourne pas, au lieu de mettre l'huile à la place? Non, je l'ai dit, c'est une supercherie de certains leaders de l'opposition qui réclament la participation de l'AFC M23, de Nanga et de Joseph Kabila au dialogue. Ils ne sont pas sans savoir que l'AFC M23 de Nanga, de Kabila, discutent déjà, négocient déjà avec le gouvernement congolais à Doha, au Qatar. Et les revendications de l'AFC M23 sont connues. Même si on n'en parlait pas beaucoup au pays, mais nous connaissons les revendications du M23 à Doha. Ce qui oppose ou ce qui bloque les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais à Doha, c'est justement la position prise par les M23 qui réclament la co-gestion du Nord et du Sud Kivu pendant 10 ans. C'est beaucoup. Quel est ce gouvernement au monde qui peut accepter qu'un groupe rebelle qui occupe irrégulièrement un espace puisse exiger de co-gérer un pays avec un gouvernement légalement établi, infaisable, avec un pouvoir légitimement et légalement établi? C'est ça qui bloque, c'est ça l'élément de blocage.
Et c'est ici l'occasion d'éclairer l'opinion sur les agendas ou sur les objectifs poursuivis par les regroupements. D'un côté, vous avez la C64 qui est un regroupement politique. Vous avez de l'autre côté les M23 qui est une rébellion. Les M23 visent à co-gérer le pays, co-gérer l'Est du pays avec le gouvernement congolais. Mais en même temps, c'est Kagame qui est derrière, parce que Kagame dit que faire disparaître les M23, c'est aussi faire disparaître le Rwanda. Et donc, vous comprenez qu'il y a un double problème là-bas. Le groupe de Nanga, ils veulent gouverner, co-gérer l'Est avec le gouvernement congolais. Nanga dit qu'il ne tient pas à la dissolution ou à la disparition du M23 parce que le M23, c'est le Rwanda. Il y a une interview qui existe. Déjà, il y a un problème de compréhension des objectifs au sein même du M23. Il y a les exécutants qui sont sur le terrain, qui négocient avec le gouvernement. Il y a aussi Kagame qui, lui, voit les choses d'une autre manière. Et il a même affirmé que Goma, c'est son territoire. Donc là, il y a des visées expansionnistes. Vous comprenez? Alors, comment, dans ces conditions, la C64 qui a été créée pas pour les dialogues? Les confrères Ambroise Mamba l'a rappelé que la C64 n'a pas été créée pour les dialogues. Elle a été créée pour faire échec à la démarche du pouvoir de changer l'ordre constitutionnel à travers la loi sur les référendums. Mais qu'aujourd'hui, au bout du chemin, on se retrouve à côté de cet objectif et on parle du dialogue. Et dans ce dialogue, on passe à côté de ces objectifs, mais on exige la participation d'un mouvement rebelle avec lequel ils ne partagent pas les mêmes objectifs. Est-ce qu'on est intellectuel ou on ne l'est pas? C'est comme ça que je dis, c'est une supercherie, c'est une diversion, ce sont des positions de caprice, de surenchère lorsqu'il y a un dialogue. Ce sont de faux préalables. Vous allez voir Aimé Mutombo, le jour où le dialogue sera convoqué par le président de la République, il y a une partie qui va aller dans ce dialogue-là. Il y a une autre qui resterait dehors pour continuer à faire le combat du M23 à Kinshasa. Et je peux vous rassurer que si le président Tshisekedi, avec ses stratèges, réussissent à faire ramener Martin Fayulu au dialogue, la C64 disparaîtra. Mais je vous dis la vérité. Il n'y a pas mieux là-bas, il n'y a pas plus grand leader là-bas que Martin Fayulu. Je peux vous assurer que le jour où le président Tshisekedi, avec ses stratèges, réussiront à ramener Martin Fayulu au dialogue, la C64 disparaîtra. La C64, j'ajoute, est assise sur les épaules de Martin Fayulu Madidi. Parce que de tous ces leaders-là, il n'y a que lui seul qui a un ancrage populaire national. Plus que tous les autres. Mais je vous dis, c'est ça la vérité. C'est Sanga, à part chez lui à Luisa, où est-ce qu'il est encore populaire? Plusieurs fois qu'il a tenté de se faire populaire ici à Kinshasa, ça n'a jamais réussi. Kabound, lui qui était Katangé à une certaine époque, aujourd'hui c'est prouvé qu'il est Kasaï. Kabound. Et depuis qu'il est sorti de la prison, mais oui. J'ai vu une vidéo depuis qu'il est sorti de la prison. Augustin Kabouya, pour ne pas le citer, Augustin Kabouya qui disait que Kabound a menti aux Sphinx. Exactement. À Papa Étienne de Rez Mémoire. Exactement. L'homme qui a combattu pour l'avènement de la démocratie en RDC depuis. Donc Kabound, c'est pas Jean-Marc Kabound, c'est Kaboundi ou Kaboundi. Du Kasaï. Okay. Depuis qu'il est sorti de la prison, il n'a jamais mobilisé même 1000 personnes devant son siège. Contrairement, c'est lui qui a plus mobilisé. Contrairement à Martin Fayulu qui a su prouver en 2018, en 2023, dont on connaît la capacité de mobilisation ici à Kinshasa. Donc une fois qu'on aura Martin Fayulu... Vous, Patrick Local, je vous ai suivi sur un autre plateau, vous étiez en train de confirmer pour dire que Martin Fayulu aurait, je parle au conditionnel, demandé à Ndayishimiye, dites à votre ami Félix Tshisekedi, Atchanga Premier ministre. Je vous ai suivi. Non, je n'avais pas dit ça. J'avais plutôt dit que c'est Martin Fayulu qui a aidé Sanga à récupérer son passeport. Ouais. C'est Sanga avait des démêlés judiciaires et c'est Martin Fayulu qui a appelé le pouvoir pour que le pouvoir remette les passeports à Sanga. Parce que Martin Fayulu est en contact permanent
avec les pouvoirs. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah, mais il a été à la Cité de l'Union africaine. Bon, là, Vous pensez qu'après la Cité de l'Union africaine, on a coupé tous les contacts, il a effacé le numéro de son frère Félix Tshisekedi? au niveau du protocole, Ah, mais peut-être, je vous dis, pas avec le non, chef. mais comment ça? Parce qu'à tout moment, on peut Oh, aussi... mais vous pensez qu'il a effacé son numéro? Il a toujours Non, le il a le président numéro du président. chef, il est Mais- en contact permanent avec les pouvoirs et c'est lui qui a plaidé pour ces sangas. Il a dit au pouvoir, remettez-lui son passeport, on a besoin de la paix. Martin Fayulu, c'est un républicain. C'est un grand républicain, c'est un opposant sérieux et crédible qui fait son combat dans l'opposition. Mais n'empêche qu'il soit en contact avec son frère parce qu'il a été là-bas. Il a été à la Cité de l'Union africaine. Patrick Local, Hein? là. Il a été Patrick là-bas. Mais bon, Local. comment vous avez Parce été, que vous parlez avez de- été ouais, au palais? il a aidé ces sangas Hmm. à récupérer son passeport. Ouais. Mais ces sangas nous a dit ici, c'est une petite parenthèse, hein, on va revenir au débat. Ouais, ça arrive Ces toujours. sangas avaient confirmé ici qu'il avait eu des balles aux jambes, mais je le vois marcher. C'était du théâtre. C'était ou la bien- comédie. C'était la comédie. Il y a des produits pharmaceutiques qu'on peut vous donner. Si vous avez ça sur une chemise blanche, on croirait que c'est du sang. C'était pas du Ils ont, ketchup. ils ont utilisé ça. Non, ça c'était la version ketchup améliorée. Ah, ok. Ouais, C'est c'est vraiment ça. comme le sang. C'est comme le sang. Ça se vend dans des pharmacies. Et puis c'est pourquoi je vois, Ouais. dans chaque marche, ils aiment toujours mettre des chemises blanches. Exactement. Comme moi, comme ça. Là. Pour simuler Donc, quand on les met une blessures. goutte comme ça, Ouais, ça exactement. montre directement qu'il y avait... Ouais. Vous êtes en cop, hein. C'est lui qui a été vraiment blessé, c'est Ados Ndombasi. Ça au moins. Je le vois jusqu'à présent, il a avec son... Oui, pied. nous avons vu son pied, il y a vraiment une plaie. Il a failli perdre sa jambe, c'est vraiment vérifiable. Mais pour les cas de ces sangs, ce n'était que du bluff. Et donc voilà un peu, le jour où on prendra Martin Fayulu, il n'y aura plus rien dans l'opposition. Il faudrait que le pouvoir y travaille. Il faut vraiment travailler pour avoir la dynamique Et les interne services avec puissent lui. travailler pour avoir... La dynamique Martin interne Fayulu. aujourd'hui au pays s'appelle Martin Fayulu Madidi. Ce n'est pas ces Sanga, ce n'est pas Fayulu, ce n'est pas Kabound, ce ne sont pas ces petits mouvements citoyens affiliés à la C64. Ben, je vois aussi, il se bat beaucoup. On s'appelle comment? Le secrétaire général du parti des Matata Pogno LGD. là. On l'appelle Franklin comment? Chamala. Oui, Franklin Chamala. oui, Franklin Chamala. Je le vois aussi, il est là. Ouais, mais vraiment. ils sont là, mais il n'y a jamais eu de mobilisation. Le parti des Matats, c'est un parti de technocrates. Le parti des gens intello, en cravate rouge, Rouge, oui. qui ne savent pas c'est quoi une manifestation. Ils ont combien de gens ici? Donc il n'y a que Martin Fayulu. La dynamique interne au pays s'appelle Martin Fayulu. Donc c'est Moi, j'ai pourquoi toujours même conseillé. ils étaient réunis au siège de l'ECD là-bas. Hum. Ah, parce que vu le poids politique des Fayulu. Bon, à ce qui concerne les réunions, ils font des réunions rotatives dans tous les Ouais. sièges. Mais Ah. ils savent que la dynamique interne, c'est Martin Fayulu m'a dit. Ah, ils font des Et réunions les rotatives. Oui, hein. C'est exactement. comme tu vois, je comprends même la prise de parole est rotative. Oui, oui, exactement. S'il y C'est a un présidium. Oui. C'est un présidium. Et donc, le jour où le pouvoir réussira d'avoir Martin Fayulu, faire de lui Premier ministre et créer un bloc au niveau interne, il va amener tous ces gens avec lui pour que nous parlions un même langage sur l'agression Vous et insistez sur les beaucoup. réformes à faire. Vous insistez Nous beaucoup insistons sur ça. beaucoup sur ça. S'il y aura changement de la Constitution, c'est dans l'apaisement. Ce n'est pas dans la brutalité, ce n'est pas dans les défis, dans la défiance. Non, c'est dans l'apaisement total. Et cet apaisement ne pourrait être possible que dans un dialogue. Voilà pourquoi le pouvoir a intérêt à manifester un peu plus de volonté, même si je rejoins totalement le point de vue d'Ambroise Mwamba qui dit que le président de la République ne subira aucune pression. Il ne subira aucune pression. C'est lui celle qui sait à quel moment il pourrait convoquer ce dialogue. Si au regard des urgences, il estime que demain après-demain, il prend son ordonnance, il prendra son ordonnance par rapport à son pouvoir discrétionnaire, mais ce n'est pas Fayulu, ce n'est pas Sesanga, ce n'est pas Kabunda qui exigerait au président de prendre une ordonnance. Aucun État n'aime fonctionner avec des ultimatums. Si un groupe de gens, opposants soient-ils, sont capables de se réunir dans un coin de la capitale et donner des ultimatums au président pour que celui-ci s'exécute, le pays deviendra quoi finalement? Il faut quand même un minimum du respect envers les institutions de la République. Le président a accédé à la demande, il faut lui laisser le temps parce que il ne suffit pas seulement de convoquer ces dialogues. Il y a aussi Il faut voir le contour il y a le dialogue, contour, voir il y a un peu les mécanismes, lisibilités les mécanismes de certains- faisabilité, Bah oui, oui. les termes de référence.
savoir qui va participer, quel apport apportera-t-il, quels sont les moyens qu'on peut mobiliser, les perdièmes, parce que tous ces gens-là, quand ils seront au dialogue, ils seront payés. Il y aura des perdièmes. Mais il y aura des perdièmes. Mais quel est ce dialogue qui s'est déjà tenu au pays sans perdièmes? Donc c'est tout ça qu'il faut vraiment organiser. Et donc le président sait quand tout cela sera prêt, le président prendra une ordonnance pour finalement organiser ce dialogue. Mais pour chuter, il avait posé un problème auquel personne n'a apporté la solution. Il a dit, on organise un dialogue à Kinshasa et on met fin à la guerre. Est-ce qu'il est possible de penser aujourd'hui qu'en organisant un dialogue à Kinshasa avec les opposants, on terminera la guerre dans la partie Est? Non. Personne n'a répondu à cette question. Moi, je dis non. Et je ne sais pas si on va contredire. Voilà. Non, je vais revenir à ça. Oui. Je voulais un peu réagir, rebondir par rapport à ce que Patrick a dit tout à l'heure. Je respecte sa position par rapport à l'opposition. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il sépare Martin Fayoulou des autres leaders de DC64. Non, il a parlé juste du poids sur la balance. J'ai bien suivi. J'ai compris. Il donne beaucoup de volume à Fayoulou et essaie de... J'ai compris. Laisse-moi le temps aussi d'argumenter. Oui, vous avez la parole. Oui. Mais en fait, la C64, dans un contexte électoraliste, n'est rien vis-à-vis du pouvoir. Mais dans un contexte de crise sécuritaire, la C64 pèse. Même tout ce que fait la C64, les marches, les sit-ins, ça n'a pas tellement de l'impact si nous sommes dans un contexte électoraliste seulement. Mais ça a de l'impact dans un contexte sécuritaire. Pourquoi la crise sécuritaire est en train de donner du tonus au combat de la C64. Au fait, on refuse d'avoir des marches, on refuse d'avoir des sit-ins dans un contexte de crise, d'occupation du pays. C'est comme ça que vous voyez le président de la République intervenir, il dit, bon, on va organiser le dialogue. Mais en réalité, sans l'occupation de Goma et de Bukavu, le président n'aurait dû pas organiser le dialogue parce qu'il est en pleine mandature. Il est en pleine mandature. Nous ne sommes pas en crise de légitimité de pouvoir. Il a son pouvoir, il a l'impérium du pouvoir. Il n'aurait même pas dû organiser un dialogue en pleine mandature. Selon vous, Kabila l'a fait à la fin de la mandature. Ouais, c'est différent, les gens sont en train de confondre. Kabila l'a fait à la fin de la mandature. Il y a une grande confusion qu'on est en train de mettre dans les têtes des populations. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions un peu éclaircir les choses. Kabila a convoqué le dialogue au-delà de son mandat, au-delà de 2016, n'est-ce pas? Ouais. Mais Tshisekedi a encore 2 ans et demi. Mais justement. Est-ce qu'il est obligé d'organiser ce dialogue? C'est pour cela. Est-ce qu'il est obligé? Voici les questions que je vous pose. Vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que Tshisekedi est obligé d'accepter cet ultimatum pour dire non, voilà, c'est jusqu'au 15. S'il ne convoquait pas le 15, alors nous allons mettre de l'huile dans le feu, nous allons brûler le pays. Voilà là où le problème s'est posé. Oui. Parce que la C64 est née à la suite du débat sur le changement de la Constitution. Oui. S'il n'y avait pas de débat sur le changement de la Constitution, elle n'existerait pas. Et elle projette des manifestations, ville morte, sit-in. Elle a même annoncé la saisine de la Cour constitutionnelle contre le président de la République, ainsi de suite. Donc, tout ça, elle bénéficie de manière indirecte, de manière implicite, de la force qui vient de l'occupation du pays par le Rwanda. Elle se cache, oui, justement. C'est justement. C'est pourquoi j'ai dit que il y a une alliance implicite entre la C64 et la FCM23. C'est-à-dire que ce que fait la FCM23 bénéficie un tout petit peu à la C64 parce que la FCM23 combat les pouvoirs de Tshisekedi. Oui. Et ce que fait la FCM23 bénéficie aussi à la FCM23. C'est pourquoi José Makila et les autres, ils se sont énervés contre la C64 lorsqu'ils ont reporté la marche. Pour eux, il fallait organiser la marche parce que leur objectif, c'est de faire partir Tshisekedi. Je voudrais revenir à eux aussi là-bas, parce que vous parlez de José Makila, une petite parenthèse. J'ai vu ce monsieur-là, de faible moralité, excusez-moi de le dire, qui disait que Tshisekedi a envoyé... Est-ce que Makila a du volume? Makila, c'est un modèle. J'ai des choses sur Makila. Si j'ai craché, je vous dis que
le Congo va exploser. Bon, C'est une parenthèse, mais est-ce qu'il a du volume pour demander que oh, tu sais qu'il y a d'autres mais non, arrêtez de dire des mensonges. José Makila, arrêtez de dire des mensonges. Ouais, vous avez la parole. Alors, on connaît nos politiciens, il faut monter les enchères au travers, quand ils libèrent la parole, ils disent n'importe quoi, ça on connaît. Alors, pour revenir à ce que je disais à Patrick, c'est que il est vrai que Fayoulou est en train de se battre, il est républicain, c'est lui qui avait fait un discours demandant à Joseph Kabila de quitter Goma, oui. Il a créé le camp de la patrie, il a rencontré le président de la République à la cité de tout le monde, et maintenant il s'est réuni avec ses Sanga, Kabound, ainsi de suite, et les autres. Alors, il est vrai qu'ils sont ensemble, ils se sont soudés, ils constituent en quelque sorte une petite force, mais leur grande force vient de l'occupation rwandaise. Eux-mêmes constituent une petite force. Je pense que même si le président de la République arrivait à les diviser, ça ne ferait rien. Arriver à les diviser, pourquoi? Parce que l'occupation du pays demeure. Dans un contexte d'occupation du pays, même leur division ne poserait aucun problème. C'est pour cela que le président appelle à la tenue du dialogue, justement, pour qu'au niveau interne, nous puissions arriver à dégager un consensus national, renforcer la cohésion nationale contre le Rwanda. Alors, ce qui est mal maintenant, c'est que vous voyez le gouvernement qui est en place. Le gouvernement a déjà un élan. Si on regardait sur quelques ministres et ainsi de suite, alors vous allez nous amener le dialogue, oui, mais après, pour le partage de responsabilités, on doit aller encore dans le recommencement. C'est là qu'on estime que le dialogue, normalement, l'opposition ne devrait pas demander la tenue du dialogue. C'est peut-être le pouvoir qui devrait demander la tenue du dialogue. Parce que c'est Joseph Kabila qui avait demandé à l'époque la tenue du dialogue. Parce qu'à l'époque, il y avait les velléités de se maintenir au pouvoir. Oui. Alors, comme il fallait glisser, il a commencé avec les concertations nationales bien avant. Après les concertations nationales, les Germain Kambinga, les Thomas Louaka ont intégré le gouvernement. Ils ont quitté le MLC, ils ont intégré le gouvernement. Après, il y a eu ce dialogue de Dem Kodjo à la Cité de l'Union africaine. Ça n'a pas marché. Sami Badibanga a été fait Premier ministre. Ça n'a pas marché. Et enfin, il donne la mission des bons offices aux évêques de la Senko pour qu'il y ait ce dialogue de la Senko. Et justement, c'est lui qui a demandé ça. Mais cette fois-ci, on constate que c'est l'opposition qui demande la tenue du dialogue. Apparemment, avec un objectif de se refaire une santé financière, notamment quand il y aura un gouvernement de large union nationale. J'ai vu Patrick qui appelle à faire de Fayoulou le Premier ministre. C'est faisable. Parce qu'il faut arriver peut-être à partager le pouvoir au-delà de 2028. Il y a quand même une nécessité de gérer l'après 2028. Il est vrai que le président aura sa légalité après 2028, mais il peut y avoir un problème de légitimité après 2028. C'est pour cela qu'il faudra peut-être partager le pouvoir pour faire d'un opposant Premier ministre. C'est pas trop tôt. Oui, mais on est en train de réfléchir. Parce que là, on se projette dans une hypothèse où on ne récupérerait pas Goma ou Bukavu d'ici là. C'est comme ça qu'on dit qu'on pourrait partager le pouvoir. Donc, c'est l'opposition qui demande la tenue du dialogue. Mais pour revenir au dialogue, le vrai problème, c'est celui-ci. Une petite parenthèse, mon cher. Il faudrait savoir qu'on n'aura pas un gouvernement d'1 million de personnes. Il y aura des gens qui ne seront pas dedans. Effectivement, ils continueront à tirer à boulet rouge sur quand vous prenez la posture actuelle d'Alain Bolodjoa, vous voyez comment il tire à boulet rouge sur l'AC64. Vous savez pourquoi? Et c'est lui qui demande d'ailleurs qu'on puisse dissoudre la coalition. Vous savez pourquoi? Juste parce que les autres sont partis au Burundi et lui n'est pas parti. Il comprend le langage. Il comprend ce que ça veut dire. Lorsque 5 personnes partent au Burundi, Bolenge Tenge, Tchamala, Franklin Tchamala, Kabound, Fayoulou et Sesanga, les 5 qui partent au Burundi, il comprend que ce sont les 5 qui vont s'asseoir autour du roi et qui vont avoir un certain bénéfice d'une manière ou d'une autre. Et nous qui sommes restés à Kinshasa, on ne va pas s'occuper de nous. Donc, je vais changer mon narratif, je vais commencer à tirer sur la plateforme. Comme ça, je vais faire ma propre route et arriver à me frayer un chemin et trouver une place autour du soleil. Donc, c'est pour dire que le dialogue ici, il y a un enjeu lié au dialogue. L'enjeu qui est lié au dialogue, c'est la personne de Joseph Kabila. Il y a un an. Joseph Kabila, vous avez vu sa posture. La posture de Joseph Kabila, en même temps, on dit il est chef rebelle. Non, il n'est pas chef rebelle.
il est homme politique. Autrefois, j'avais donné sa stratégie avec ses plans A, B, C. Quand il s'est rapproché du M23, il a voulu créer Sauvons la RDC en Nairobi au Kenya pour revêtir une nouvelle robe d'homme politique non armé, tout en sachant qu'il a son PPRD à Kinshasa. Avec cette nouvelle posture, il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois être? C'est quoi mon statut? Mon vrai statut, c'est quoi? C'est quoi le vrai statut de Joseph Kabila? On se pose parfois la question, c'est quoi son vrai statut? C'est pour cela. Oui, justement, c'est pour cela. Vous voyez beaucoup de gens dire, non, il faut tenir un dialogue inclusif. En réalité, l'inclusivité fait allusion à Joseph Kabila. On veut régler son problème, justement. On veut régler son problème. Parce que si on l'écarte, on va dire non, on va faire de lui un chef rebelle, un homme armé. On va dire non, sa situation sera prise en charge au niveau... justement, c'est pour cela. Les gens qui font du bruit en parlant de l'inclusivité, ils veulent régler son problème. Ils veulent régler son problème pour qu'autour de la table, il vienne, il s'assied autour de la table, il a la possibilité de demander une amnistie, il a la possibilité de demander qu'on puisse restaurer sa légitimité d'ancien président de la République et ses immunités parlementaires des sénateurs à vie. Et tous les gens qui il a cette possibilité. Et nos confrères, et nos frères et sœurs qui sont morts à l'Est, on fait quoi maintenant d'eux? Ah, c'est ça, effectivement, le vrai problème. Est-ce que vous pensez que nous devons commencer à tourner comme ça, quand les gens sont déçus et insatisfaits, ils vont prendre des armes et puis demain, c'est des négociations. C'est pour cela que vous avez vu l'interview de Corneille Nangaa dernièrement poser problème. Après les révélations des experts de l'ONU qui ont dit qu'il y a une mise en place qui était en train de se préparer au niveau de la FCM23 pour faire de Joseph Kabila le chef rebelle. Et c'est pourquoi l'interview a posé problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aisé, d'assumer sa responsabilité dans une entreprise criminelle qui a fait autant de morts. Ce n'est pas aisé d'assumer sa responsabilité dans ça. Voilà pourquoi les gens, non, il faut qu'il reste là, homme politique non armé, comme ça on va autour d'un dialogue, on va régler sa problème, on lui redonne sa légitimité d'ancien président de la République, et tout ça, comme ça, on règle l'affaire. Voilà le vrai problème. Mais pour répondre à la question si le dialogue pourrait nous permettre de récupérer Goma et Bukavu, je réponds tout de suite par la négative. Par la négative parce que c'est le Rwanda qui occupe le pays. Les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. Nangaa, Bisimwa et les autres Congolais qui sont à l'FCM23 animent la branche politique de la rébellion. La branche militaire est animée par les Rwandais. Donc les Rwandais, en animant cette branche militaire, sont au-dessus de ceux qui animent la branche politique qui sont les Congolais. C'est ce qui fait qu'ils demeurent des pantins. Quand le président de la République les appelle des pantins, ils demeurent des pantins. Même s'ils parlent avec eux à Doha. Mais ils demeurent des pantins, ils demeurent des dépendants du Rwanda. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Il nous reste quelques minutes pour entrer dans le dernier virage. Vous avez encore beaucoup à dire. Lucas là également. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que lui vient de dire? Vous voulez les rencontrer un peu? Bon, pas du tout, mais je voudrais seulement dire que je ne vois pas en quoi la situation sécuritaire apporterait du tonus à la C64. Parce que depuis tout ce temps, elle n'a jamais existé. S'il n'y a pas eu la volonté du pouvoir de changer la constitution, C64 ne serait pas né. Et on n'a jamais eu des manifestations dans ce pays pour exiger au pouvoir de prendre des mesures afin de bouter l'ennemi dehors. Et donc, je ne vois pas vraiment le lien qu'il y a. Parce que déjà, ils ont déjà organisé un sit-in en pleine situation sécuritaire. Le sit-in a été autorisé, ils ont fait leur comédie et rien ne s'est passé. Alors, de ce point de vue-là, je ne vois pas vraiment comment la C64 aurait du tonus à cause de la situation sécuritaire. Quand je dis que Martin Fayulu est le plus grand leader d'entre eux, ce n'est pas pour minimiser les autres. J'essaie justement de mettre chacun d'entre eux à sa place. Et vous voulez peser sur la balance. Oui. Et en matière de mobilisation dans l'opposition, le leadership des uns et des autres compte beaucoup. Même eux-mêmes au sein du C64 Martin Fayulu a des gens... Kabound lui-même, il se regarde, il se dit non. Martin Fayulu a des gens qui croient en lui. Et il a déjà prouvé plus d'une fois ici à Kinshasa. Donc sur base de ces éléments, je peux
mais prévaloir de dire qu'il est le plus grand d'entre eux, parce que s'il se retire, il n'y aura plus rien. Contrairement à Fayulu Kabound qui n'a rien prouvé comme opposant. Il n'a rien prouvé. C'est Sanga, à part chez lui à Luisa, il n'a rien prouvé comme opposant au niveau national. Il ne mobilise pas. Non. J'essaie seulement d'établir, d'ouvrir un peu le pouvoir sur les statuts de Martin Fayulu. Il faut beaucoup travailler sur ça. Si Merci, on peut on a profiter compris. de sa force et de son influence pour ramener tout le monde, ramener les Sessanga, ramener les Kabound qui est avec Kabila, en tout cas, ce serait une bonne affaire pour que toute la dynamique interne, que ce soit celle du pouvoir, tout comme celle de l'opposition et de la société civile, soit autour d'une table, discuter, se mettre ensemble pour voir la situation de Kabila, du M23, du Rwanda qui nous agresse. Nos ennemis sont connus. C'est Joseph Kabila, c'est le Rwanda, c'est le M23. Et c'est en étant ensemble qu'on peut réfléchir sur comment en finir avec cet ennemi. Créer Mais l'unité aussi, autour du chef de l'État. oui, créer l'unité autour de l'institution président de la République. Pas autour de l'individu Tshisekedi. C'est ça toute la nuance. Voilà. Même si cet individu se confond avec l'institution, mais c'est ça la particularité du droit. Quelqu'un qui est un individu est devenu une institution. On doit protéger ça parce que le protéger, c'est protéger aussi le pays. Et n'empêche que si la situation est rétablie, que l'on ouvre le débat sur... C'est un débat républicain, le changement, la révision de la On ne peut pas Constitution. empêcher aux uns aux autres. C'est de un réfléchir. débat républicain, il faut l'aborder. Cet ordre que nous avons a été créé dans les conditions que nous connaissons. Et si les Congolais se décident de le changer, je ne vois pas d'inconvénient. Si les Congolais décident d'ouvrir le débat sur la révision de la Constitution, On peut pas les sur les empêcher. changements, on ne peut pas empêcher. Merci. Parce qu'au final, Merci. au final, ce n'est pas Tshisekedi qui décidera, ce n'est pas l'Union sacrée qui décidera, ce C'est n'est la pas l'opposition qui population. décidera, c'est la population. C'est à elle qu'on posera la question du oui ou du non sur l'avènement d'une nouvelle constitution. Et Merci. elle va s'exprimer en toute liberté. Et après son vote, tout le monde sera appelé à s'aligner derrière ces votes-là. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Je voulais aussi clôturer Nous allons- en une minute. En une minute, En oui, une on va minute, changer de en fait, thématique. le lien que j'ai fait entre la crise sécuritaire et la force de la C64 se situe au niveau de l'ampleur des manifestations de la C64. Pour moi, un sit-in de la C64, une marche de la C64 Ne dérange pas. le pouvoir. ne dérange pas le pouvoir si le pays n'est pas occupé. Ça dérange dans le contexte d'occupation. C'est pourquoi j'ai dit que non, c'est pourquoi j'établis le lien. J'ai dit, bon, effectivement, ils n'ont pas existé avant le débat sur le changement de la Constitution. Ils ont existé après. Mais quand ils mobilisent, ils font la ville morte, ainsi de suite, ça fait très mal parce qu'il y a deux fronts qui sont ouverts. Même si ça Vous avez réussit le pas. front sécuritaire, vous avez le front politique interne. Vous n'avez pas besoin de voir tout le temps les gens marcher par-ci, par-là, étant donné qu'on sait que même une ville morte peut arriver à vous faire perdre dans votre économie. C'est pourquoi j'ai dit que le contexte sécuritaire apporte un peu du tonus au combat de la C64. Mais si le pays n'est pas occupé, leur marche ne ferait pas du mal. Nul au effet. pouvoir. En ce qui concerne la mobilisation de Fayulu, oui, je sais que Fayulu, c'est un ancien candidat président de la République en 2018, en 2023. Il mobilise, c'est Sanga à sa manière. Mais moi, je les vois ensemble. Ensemble, ils constituent la force. Quand vous prenez la particularité de Jean-Marc Kabound, par exemple, quand vous prenez sa particularité, c'est un ancien de l'UDPS. Ça peut constituer sa force. Ça peut constituer sa force parce que c'est quelqu'un qui connaît les secrets. Qui connaît les secrets de sa maison. Et quelque part, même si on dit, bon, il n'a pas mobilisé, bon, on l'a vu aller à Kanlouka, il s'est fait blesser au niveau de au niveau d'une zone crânienne, il s'est fait blesser. C'était des tomates C'est toujours. le théâtre Ambroise. Non, Est-ce je qu'on peut changer de voulais- sujet, je voulais- je oui. voulais terminer par là. On connaît un C'est- peu comment ça se fait. Oui, justement, Comment je- expliquer qu'on Là, peut là, voir là, quelqu'un là, tu me blessé? coupes, monsieur le Oui, présentateur. on doit changer de thématique. Tu devais me En laisser deux même mots, oui, en 10 deux mots. secondes Oui, pour 10. que je puisse chuter en Ouais, beauté. chuter, Sinon, oui, chuter, oui. ça pose problème Mais sinon, même c'est devant ceux qui... sinon, c'est du théâtre. Ouais, Même je- la alors, c'est là que population je dis comprend que sa ils force, sont toujours en c'est au chemise niveau blanche. du fait puis mettre qu'il un peu est de un ancien tomate. de la maison. Oui.
C'est un ancien de la maison. Donc, le pouvoir en place, quelque part, il peut dire non, Fayoulou, nous les connaissons déjà, nous connaissons sa position, mais l'autre qui vient de chez nous peut nous faire mal. Il peut même vendre la mèche. Regardez comment nous on faisait à l'UDPS. Regardez comment nous on faisait ceci. Quand vous parlez des tomates là, on sait qui a amené la recette. On ne sait pas. Qui a amené la recette, on ne le sait pas. C'est là que je dis que dans leur ensemble constitue la force et le pouvoir ne devrait négliger aucun adversaire politique dans ce sens. Merci beaucoup. Nous allons changer de thématique. Je voudrais marteler sur quelque chose. Le pays est agressé, mais malgré cette agression, il y a des chantiers. Tout le pays est en chantier. La République démocratique du Congo est en chantier. Le chef de l'État, en ce moment où nous enregistrons cette émission, est à Kamina. Vous avez vu les inaugurations, la série d'inaugurations réalisées par le chef de l'État. Et le Conseil des ministres même s'est tenu là-bas. Malgré l'occupation, il y a un acteur majeur de la République démocratique du Congo. Moi, je me dis toujours que ces messieurs font la fierté du chef de l'État et même de la population parce qu'il répond, en tout cas, je dirais, à plus de 96%, selon mon avis, au travail pour lequel on lui a placé. Nous allons parler un peu de la clinique fiscale ici, parce que vous savez, la Direction générale des impôts, la DGI, mobilise et continue à mobiliser avec des dépassements des assignations grâce à la dextérité, à la qualité du bon travail que réalise Barnabé Mouakadi Mwamba qui venait d'être reconduit en plus. Alors, par rapport aux assujettis de la TVA, la DGI organise du 4 au 6 août 2026 de 8h à 16h au Centre culturel de Kinshasa la clinique fiscale. J'aimerais demander à la réalisation de nous balancer cet élément et puis nous allons commenter en 5-3 minutes. Chacun de vous va prendre la parole et puis on va terminer l'émission. La facture normalisée est au cœur de la modernisation de notre système fiscal. Êtes-vous assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, TVA? Avez-vous des difficultés à émettre des factures normalisées? La Direction générale des impôts, DGI, organise les cliniques fiscales du 4 au 6 août 2026, des 8h à 16h au Centre culturel de Kinshasa, situé sur le boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple. Durant ces 3 journées, les experts de la DGI seront à votre entière disposition pour répondre à vos préoccupations, vous apporter les éclaircissements nécessaires et vous accompagner dans votre mise en conformité avec les exigences de la facture normalisée. Afin de faciliter votre prise en charge, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en scannant le QR code ci-dessous afin de remplir le formulaire d'inscription. Facture normalisée, la fiscalité au service du développement. Message de la Direction générale des impôts, DGI. Merci beaucoup. Vous venez de suivre cet extrait du spot. Si vous allez sur le site de la DGI, vous allez voir tous les détails possibles pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire. Mais du moins, ce qu'il faudrait retenir, c'est du 4 au 6 au centre culturel. La TVA avec la facture normalisée, une des réformes réalisées sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Finances, Doudou Famba. Et la DGI est en train de faire un travail qui permet aujourd'hui au gouvernement d'avoir le moyen de sa politique. Patrick Local. Oui, mais il faut saluer ces performances réalisées par Barnabé Mouakadi Mwamba à la tête de la Direction générale des impôts sur la base des assignations reçues de son autorité de tutelle. Et il a mis son intelligence, sa perspicacité pour produire ces résultats. Et c'est aussi ça être le vrai disciple du président de la République. Lorsque vous recevez des directives, des orientations, pour le cas d'espèce des assignations de la part du ministère des Finances, et que vous faites un effort avec vos équipes de les atteindre, non seulement les atteindre, mais aller au-delà de ce qui vous a été demandé. C'est tout ce que nous voulons et nous souhaitons dans ce pays. Et nous saluons très vivement ces performances de
Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI et nous encourageons les agents à continuer à travailler pour que notre pays ait de recettes. Nous traversons une situation très particulière où Avec la guerre d'agression. la guerre d'agression nous coûte énormément de moyens, mais grâce à Dieu, nous avons un homme, un pasteur qui est DG plutôt, qui gère la DGI, qui fait de son mieux pour que l'État ait des moyens. C'est vraiment encourageant et je demande aux assujettis de s'acquitter de leurs obligations. Parce que le civisme fiscal voudrait que les assujettis puissent respecter leurs obligations. Il n'y a aucun État au monde qui fonctionne sans impôts, sans recettes. On a envie Et des donc, pays quand on va à l'extérieur, mais ça s'est construit oui, avec l'impôt. exactement. Surtout que les assujettis n'ont pas le droit de se décourager parce que au moins ce qui arrive en termes de recettes est canalisé vers les trésors publics et ces recettes sont utilisées à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de la guerre, on n'est pas qu'en guerre, mais on voit aussi les efforts qui sont fournis par le gouvernement de la République, notamment à travers la ville de Kinshasa, la réhabilitation des infrastructures routières, à travers le pays, la réhabilitation des infrastructures routières, la construction des infrastructures routières, tout cela parce que... pas seulement les routes, à la mon base, cher frère. oui. Il y a des bâtiments. Oui, il y mais a moi des ce sont les hôpitaux. routes qui me concernent Ah, le plus. vous voulez plus de routes. Oui, j'aime les voies de communication parce Ok. qu'il y a un grand danger derrière les voies de communication. Ok. Et donc, tout cela, on a comme l'impression que tout s'est fait comme dans un rouleau compressé et qu'il n'y avait Oui. pas d'efforts. Non, il y a des efforts qui sont fournis à la base. Parce qu'il faudrait qu'on ait le moyen. L'argent est le nerf de la guerre. Sans moyen. Sans le moyen on qui peut rien mobilisés, faire. qui sont mobilisés à la DGI par Barnabé Mouakadi Mwamba, le gouvernement n'aurait pas la possibilité de construire les écoles, comme vous l'avez dit, de construire des bâtiments, de réhabiliter les routes et de les reconstruire. Voilà pourquoi le président de la République a vu juste de les reconduire. Et encore une fois, le chef ne s'est pas trompé sur la personne de Barnabé Mouakadi Mwamba. Un message à Barnabé Mouakadi Mwamba de ne pas dormir sur ce laurier. Il doit encore travailler. Travailler davantage pour que des traces positives soient laissées à la DGI. Et la DGI, le gouvernement, le pays reconnaîtra qu'il y a eu un homme qui a fait des performances et il deviendra un modèle pour les générations futures. Modèle de la bonne gouvernance. Exactement. Parce que vous savez, Ambroise Mwamba, de 2020 à 2025, je vous présente les tableaux comme il s'est présenté, c'est-à-dire en 2020, nous sommes passés de 1,9 milliard de dollars américains en termes de mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Déjà 2025, Barnabé Mouakadi a fait 7,2 milliards de dollars américains. Moi, je suis surpris par son travail, par le travail de Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI. Je suis surpris par son travail parce que lorsqu'il avait été nommé, au tout début, il était critiqué. Oui. On l'attaquait, on disait un homme de Dieu, un pasteur, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais là, il vient de prouver que c'est un homme intègre, un homme méticuleux, un homme organisé. Il a des assignations et il les dépasse. Il dépasse les assignations. Chaque année, il dépasse les assignations. Chaque année. Là, depuis qu'il est là, effectivement. Depuis que Barnabé Mouakadi est là, à la DGI, oui. C'est dépassement. Et quand il dépasse les assignations, c'est un avantage pour il la donne République. à l'État les moyens de sa politique. Oui. Et quand l'État a les moyens de sa politique, aujourd'hui, Patrick l'a rappelé, si nous faisons face à la guerre, en achetant les armes et les munitions pour permettre à nos FARDC de résister contre ceux qui nous ont agressés, c'est justement parce qu'il y a des moyens. Et ces moyens viennent de la DGI parce qu'on sait les collecter. Pour revenir à la facture normalisée, il faudrait que les Congolais soutiennent ces assises. On a suivi le spot tout à l'heure. Il faut que les Congolais soutiennent ça. Pourquoi les Congolais doivent soutenir ça? Ce n'est pas un nouvel impôt. La facture normalisée n'est pas un nouvel impôt. C'est la TVA que nous payons déjà. Mais qui échappait à l'État congolais. Effectivement, c'est ce que je cherche à dire. Oui. C'est la TVA que les Congolais payent déjà. Parce que c'est l'impôt qui frappe la dépense. Vous avez votre argent, on vous paye. Effectivement, même si vous payez, il y a un impôt sur les revenus que vous avez payé. Mais en même temps, quand vous allez dans un supermarché pour acheter, vous payez la TVA. C'est cet impôt qui frappe la dépense de la chose que vous avez achetée. Mais le problème, c'est que quand vous avez payé la TVA,
il arrive que l'argent que vous avez payé, c'est N'arrive limite pas. au niveau de l'opérateur économique. Oui. Qui en bénéficie? Oui. Vous avez payé avec l'idée que ça arrive dans la caisse de l'État. Ça n'arrive pas dans la caisse de l'État. Ça reste au niveau de l'opérateur économique qui a son bénéfice et qui a aussi la TVA que vous lui avez donnée. C'est pourquoi le gouvernement a initié la facture normalisée pour arriver à faire échec à ces manœuvres-là des opérateurs économiques, à pouvoir s'emparer de la TVA qui ne leur est pas destinée, mais qui est destinée à l'État congolais. C'est pourquoi je demande aux Congolais de soutenir ces assises. Ça permettra effectivement au gouvernement de pouvoir maximiser les recettes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et plus on maximise les recettes, on aura beaucoup de moyens. La police aura les moyens, l'armée aura les moyens, le développement va s'accélérer. Et je pense que les Congolais n'ont qu'à soutenir ces genres d'actions. Et parce que vous avez la parole, dernière question que je vous pose, on peut dire qu'aujourd'hui que le contrôle systémique va favoriser aussi exact. la TVA exact. en République, c'est-à-dire la facture normalisée. J'ai pris part dernièrement dans un séminaire organisé par l'inspection générale des finances sur le contrôle systémique, et qui est précédé par ce plan stratégique triennal de l'inspection générale des finances. L'IGF, au travers de son inspecteur général, chef des services, Christophe Bitassimwa, est en train de sensibiliser les chefs d'entreprise à pouvoir se mettre au pas du contrôle technique. Le chef de l'État l'a reçu, et le chef de l'État a donné quitus de s'impliquer pour la digitalisation des entreprises. Voilà. Effectivement. Digitalisation de l'IGF, mais également digitalisation des entreprises pour faciliter... digitalisation du contrôle. Du contrôle, justement, voilà. Systémique. Pour permettre que l'IGF opère ses accès distants dans les bases de données des entreprises afin de réussir ce contrôle systémique. Et ça va permettre, on a parlé même de la facture normalisée dont on parle là. Ils vont entrer là pour voir ce qui se passe et soutenir la DGI à faire davantage par rapport à ce qu'elle fait déjà. Merci beaucoup. Un mot, nous allons terminer déjà l'émission. Patrick Lokala, facture normalisée, contrôle systémique, sa matérialisation. Un ou deux mots. Non, moi j'ai demandé aux Congolais de soutenir la facture normalisée pour que la TVA bénéficie à l'État. Les assujettis détournaient cet argent, je crois le confrère l'a dit, et aujourd'hui l'État a compris qu'il fallait trouver des mécanismes pour qu'il puisse gagner totalement, récupérer cet argent qui l'échappait, une grande partie de cet argent qui échappait à l'État. Bon, quant au reste de cette histoire de contrôle, tantôt digitalisé, tantôt normalisé, tantôt stratégique, jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas été éclairé sur la question de ces contrôles, tantôt triennal, tantôt digitalisé, tantôt automatique. Bon, bref, nous attendons l'IGF aussi l'efficacité. L'actuel chef de service, Christophe Bitassimwa, je ne doute pas de ses compétences. C'est un professeur. Il enseigne à l'UPC. J'ai échangé avec pas mal de ses étudiants qui disent que c'est un bon professeur. C'est quelqu'un de très compétent. Mais que jusque-là, je ne sens pas cette compétence à l'IGF. Il est bien compétent sur le plan économique, il maîtrise, il a une grande expérience, secrétaire général aux finances, inspecteur général des finances, expert en matière de finances publiques. Mais l'IGF n'a pas encore bénéficié de ses compétences. Je ne sais pas si il y a une main qui opère, qui fait qu'il ne donne pas le meilleur de lui-même. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes très exigeants vis-à-vis de cet inspecteur général des finances, chef de service, par rapport à ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît et ce qu'il fait n'est même pas à la hauteur de ce que l'opinion attend de lui. L'IGF aujourd'hui me semble comme un service d'accompagnement, un service sans alerte, un service sans contrôle, un service qui ne gêne plus personne. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Mais oui. Il y a beaucoup de mandataires qui sont partis en suspension grâce au rapport réalisé par l'IGF. Qui par exemple? Je ne veux pas citer les noms des uns. Vous n'en connaissez même pas. Je connais, mais je connais pour des raisons personnelles. Je ne veux pas citer. Oui, mais c'est justement ça le problème. Oui, c'est par rapport au rapport. C'est justement ça le problème. Il faudrait. Ce n'est pas pour minimiser le travail de Christophe Bitassimwa, dont je salue la compétence en tant que professeur.
Mais en tant qu'inspecteur général, chef de service, je ne le sens pas. Il est trop mou. Il est trop mou. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble trop mou. Trop mou. C'est un inspecteur de finances qui ne gêne personne. C'est ce que vous croyez peut-être. On a comme l'impression que l'IGF est devenu un service d'accompagnement. L'IGF, ça ne gêne. L'IGF, c'est comme ces chiens-là qui n'aboient plus et qui n'ont plus de dents, mais qui jouent avec les visiteurs. Alors qu'un chien doit normalement faire peur aux visiteurs. Mais le chien que nous avons à l'IGF aujourd'hui, c'est comme s'il se sent à l'aise avec les visiteurs. C'est le point de vue des Patrick Lokala. Oui. Je suis de ceux qui se posent des questions sur la compréhension que l'opinion a de ces contrôles. Il a du mal à nous faire comprendre son propre contrôle. L'opinion ne comprend pas. Non, peut-être c'est vous parce que vous refusez de comprendre. À part vous n'avez pas bien compris les confrères Ambroise, mais à l'époque, quand on disait patrouille financière, on dit c'est la traque. Mais est-ce que vous savez que le contrôle systémique va englober même la patrouille financière? Je n'ai pas refusé. Mais à l'époque... Mais ce n'est qu'un projet qui est en train de se matérialiser. Je vous démontre ici ma difficulté. À travers les plans stratégiques triennal 2026-2028. Je vous démontre ici ma difficulté. Je vais vous envoyer le document, peut-être vous allez le lire appréhender les contrôles. Les documents. À l'époque, quand on parlait de la patrouille financière, on traque des détracteurs, des prédateurs financiers. Mais aujourd'hui, quand vous venez sur un plateau, vous dites contrôle systémique, triennal, stratégique, digital. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Il faudrait qu'il soit un peu explicite, un peu plus simple pour que les gens comprennent. Sinon, l'opinion ne va pas l'accompagner. Ça sera du protocolaire comme on le voit aujourd'hui. Il a été reçu par le président de la République. Oui. Il est rentré à l'IGF. Il continue à recevoir des gens. Et il n'y a plus rien. En fait, en termes simples, ouais. Le contrôle systémique est une approche préventive pour empêcher les fraudes avant qu'elles ne se réalisent. Étouffer dans l'œuf une fraude avant qu'elle ne se réalise. Par le passé, à travers la patrouille financière, c'est vrai, on intervenait, il y a un détournement quelque part, l'IGF intervient, mais à travers les contrôles systémiques, on va même empêcher un détournement avant qu'il ne se réalise. Vous n'avez pas compris. À l'époque de l'IGF, à l'époque de l'ancien, de l'IGF, avant que lui ne devienne inspecteur général des finances, chef de service, il y avait le contrôle a priori, a posteriori et le contrôle concomitant. Mais il était manuel. S'il vous plaît. Il était manuel. Mais c'est justement ça. Celui-ci, il est systémique. En fait, il entre dans la banque des données de l'entreprise contrôlée. Mais justement, combien d'entreprises aujourd'hui sont prêtes à digitaliser les systèmes? C'est effectivement ça le défi. Entre-temps, s'il vous plaît, entre-temps, on n'a pas arrêté de voler. Non. S'il vous plaît. Le travail continue. Mais c'est justement ça le problème, l'opérationnalisation de cette démarche de Christophe Bieta 6 mois est très mal comprise. Parce que lui, il parle du contrôle préventif à travers la digitalisation. C'est ce que vous voulez dire. Mais entre-temps, pendant qu'il n'y a pas de digitalisation, on n'a pas arrêté de détourner. La plupart des entreprises sont déjà digitalisées. Ah, vous voyez? Sont déjà digitalisées. D'où l'opinion a du mal à comprendre. Peut-être qu'il a voulu improviser, mais à mon sens, cette improvisation a du mal à passer, surtout que nous, intellectuels, une partie de l'élite a du mal à comprendre ça. Peut-être que si nous avons du mal à comprendre, a fortiori le petit peuple qui doit l'accompagner, parce que c'est quand même quelqu'un qui doit sauver les finances publiques. Il a besoin du soutien populaire. Bon, je comprends, c'est un homme qui n'est pas assez ouvert aux médias, qui n'est pas assez ouvert à l'opinion publique. Il veut faire le contraire de ce que son prédécesseur faisait. Mais les résultats que nous avons aujourd'hui, une année après, l'IGF a perdu de son aura, a perdu de sa crédibilité. Et je ne sais pas pourquoi. Non, je ne suis pas contre lui. Il n'a pas totalement tort, parce que le plan stratégique triennal, qui court de 2026 à 2028, va permettre à tous les intellectuels du pays de bien comprendre ce que c'est le contrôle systémique, parce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites, il y a des formations qui sont faites. Effectivement, beaucoup d'intellectuels finiront par comprendre d'ici 2028, les gens vont comprendre avant que le contrôle systémique lui-même ne commence. Je vois que vous avez un peu bien compris. Mais avant si le contrôle systémique n'a pas commencé, actuellement, il fait quel contrôle? Et quels sont les résultats de ce contrôle? Le contrôle, a priori, continue. La patrouille financière continue. Il n'a rien inventé. Il a juste changé de concept.
pour impressionner l'opinion. Je vous demanderai d'entrer en privé avec Patrick Lokala pour essayer de donner un peu quelques éléments sur le contrôle Bon, je suis ouvert. systémique, le plan triennal. Je vais vous remettre une copie de ça. Plan Vous allez... triennal stratégique, systémique et digitalisé. Non, vous voulez compliquer les choses. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous attendons énormément vos commentaires et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Vous avez compris de quoi est-ce que nous avons parlé aujourd'hui. Nous allons parler de la loi sur le référendum et même nous avons parlé, on fait un petit focus sur la DGI et même sur l'inspection générale des finances. Merci, on se retrouve au prochain numéro. J'étais avec Ambroise Mamba, merci Ambroise. J'étais avec Patrick Lokala, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même s'il refuse de comprendre, on va lui donner Je la ne refuse documentation. pas, j'ai besoin, pour j'ai qu'il le puisse souci comprendre. de comprendre. Merci, à bientôt.